Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc lancer ce travail dirigé, nos travaux dirigés, et comme d'habitude, commencer par vous écouter les uns et les autres qui êtes dans le groupe numéro 8 de formation et de recherche en monde connectique, pour savoir, au niveau de ces stoppages particuliers, intellectuels, ce que vous avez pu observer, vous pourriez décrire. Grand silence. Si, Laurent, il a levé la main. Ah, Laurent, pardon, je n'ai pas vu le. Je sais pas. Laurent, as-tu levé la main? Non, mais je peux dire quelque chose. Ah, alors vas-y. Alors, j'ai bien aimé les échanges la façon dont on enregistre les stoppages et s'il y a des moments précis où on doit les enregistrer ou pas. Si tu peux élargir là-dessus, Danfil, ça serait intéressant. Je ne suis pas sûr d'avoir, pas convaincu d'avoir compris ta question. Les moments où on peut choisir de se stopper, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Et c'est par rapport aux échanges par mail, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Alors, rafraîchis-moi la mémoire parce que ça, je viens de quoi tu parles précisément. Alors, je pense que ça veut dire par les stoppages, c'est on est en train de voir ce qu'on fait à un moment précis et ce que je voudrais peut-être savoir, et peut-être c'est ce que Aurélie voulait savoir, c'est est-ce qu'il y a un moment en particulier dans la journée qu'on fait cet exercice ou est-ce que c'est à faire de façon continue? Alors, c'est son verbe faire, à réaliser, à mettre en œuvre quand tu le peux. C'est que lorsqu'on a commencé, qu'on a travaillé sur des stoppages corporels, les stoppages intellectuels sont quand nous pouvons. Si jamais, pour certains, c'est le matin, d'autres, c'est l'après-midi, pour d'autres encore, c'est quand le téléphone va aléatoirement sonner. Pour d'autres encore, le stoppage, c'est quand ils ont décidé, ils se sont dit, voilà, à telle heure précise, je ne vais pas être dans une activité difficile, donc je pourrais stopper. D'autres encore qui vont se dire au contraire, je choisis un moment où je suis sûr d'être en train de penser à tel ou tel travail, projet, que sais-je, et c'est le moment d'avoir un stop pour pouvoir prendre conscience de ce qui se pense en moi. Voilà, en gros, les moments de stoppage possibles. Alors, je vois un message d'Amaury qui est apparu. En fait, je ne lisais pas ma messagerie. Je disais que j'allais arriver en retard. Désolé. Alors, oui, je voudrais revenir simplement sur ce que disait. Ah, oui, c'est pas évident. Parce que ce qui est très intéressant, par exemple, quand on présente, alors juste avant pour Amaury, il y avait donc une question de Laurent qui me demandait de revenir sur ce que j'avais écrit au niveau du message, donc par écrit, j'insiste bien. Et en général, ce qui est le plus facile pour l'autre qui n'est pas moi, c'est-à-dire si je m'appelle Laurent, l'autre c'est les autres, eh bien, c'est de tout le temps revenir sur précisément, c'est-à-dire tu as envoyé un message. L'autre en face se dit, oh, quel message! Oui, oui, et dans le message, tu as évoqué ça. Oh, mais je ne me rappelle plus, moi, je ne viens pas dire le message il y a 10 secondes. Donc, ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est prendre le message et dire, je te lis, il y a la phrase qui dit là, 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 là. Et à partir de là, évidemment, on arrive à pouvoir comprendre. Sinon, le malheureux d'Anfield est en train de se dire, mais
qu'est-ce que j'ai écrit, quelle était la ligne, ouh là 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 là, j'ai vécu beaucoup depuis ce jour-là. Voilà. Donc, je vais essayer de retrouver le message, à moins que quelqu'un d'entre vous... C'est le message d'Aurélie, il me semble. Aurélie. Aurélie. Alors, message d'Aurélie. Demande de conseil, voilà. Alors, la réponse de Danfi, c'était où? Voilà. Alors, le temps. Oui, voilà ce que notait Danfi. Alors déjà, pour ceux qui nous écoutent, la question d'Aurélie était par écrit, si je la retrouve, là, c'est là que je ne la retrouve pas, évidemment, parce que tout ça est bien compliqué. Je l'ai, le message, si tu veux, je peux le lire. Oui, vas-y. Bonjour Daniel, Philippe et Serge, je vous écris cet email car depuis le début de l'expérimentation, j'ai énormément de mal à me souvenir de ce qui s'est passé en moi après un stoppage non intentionnel, donc avec un réveil par exemple. Cependant, j'arrive à reconstituer l'image mentale qui était en moi une fois le stoppage fait. Donc, il m'est plus facile de répéter la même image mentale. Ainsi, je voudrais savoir si vous avez des astuces qui m'aideraient à mémoriser, à me souvenir des mots qui se sont pensés en moi. Lorsque le stoppage est intentionnel, comme il a été dit, il est facile de ralentir son débit de pensée afin d'avoir le temps de le capturer puis de le répéter. Cependant, lorsque le stoppage n'est pas voulu, je rencontre donc beaucoup de difficultés pour me souvenir de mes pensées. Je vous remercie par avance pour vos réponses. Aurélie. Alors, la réponse de Danfield était, chère Aurélie, bonjour à toi, et merci pour ta question qui peut servir l'intérêt collectif, égal tous les membres du groupe numéro 8, mais aussi les enfants de demain. Ainsi, j'envoie ta question et ma réponse à tous les membres de groupe. Tu m'observais pris dans le travail dirigé, interrompu par des stoppages non intentionnels émanant de Serge et même d'Amaury, et tu m'observais répéter mes phrases avec dedans l'idée précise et presque tous les mots précis. Pour répondre à ta question, voilà, entre guillemets, je cite la question. Je voudrais savoir si vous avez des astuces qui m'aideraient à mémoriser, à me souvenir des mots qui se sont pensés en moi. Fin de citation. Voici 3 astuces. Le temps. La première est que je n'ai pas commencé ce travail hier. Mon résultat est la suite de quelques années d'entraînement. Chez l'épicier où il se pense en moi, comment acheter? Je recommandais, dans du travail dirigé, ce que je travaille pour mon propre cortex intellectuel. Je place en mémoire de travail et en travail les prix qui s'accumulent en prenant dans mon sac ceci puis cela. Et je place dans une autre mémoire, celle qui pourra rester à long terme si nécessaire, la lecture des informations concernant le nom des produits, leur composition, etc. 2. Le rôle. Lorsque ça, l'automate, au stade 1 de veille, adopte le rôle, la neuroprogrammation cérébrale 2, je suis quelqu'un qui va vite, par exemple. Le rôle bloque la capacité de mémorisation, l'espace mémoire. Par contre, lorsque, au début d'une journée de travail, tu décides « je suis quelqu'une capable de prendre conscience de moi et de transmettre cette conscience à autrui », le processus de mémorisation s'amplifie. Il y a là une règle d'autosuggestion. Je suis capable de, mais il y a aussi à l'œuvre dans ce processus un mécanisme systémique de rétroaction. Je n'apprends pas que pour moi, mais je m'efforce de transmettre cette conscience à autrui. La générosité consistant à quelqu'un qui... Oui, si vous pouvez couper vos micros, si vous pouvez couper vos micros, parce que là on entendait. Voilà. Donc, je n'apprends pas que pour moi, mais je m'efforce de transmettre cette conscience à autrui. La générosité consistant à transmettre par rayonnement et par explication à des amis, collègues, camarades d'école ou d'université produit un renforcement, donc référence aux travaux de recherche de Donald Hebb,
de la capacité à se rappeler. Tant que tu apprends pour MOA, tu réalises très peu de résultats. Mais dès que tu apprends pour transmettre devant de futurs étudiants neuroconnectiques, ou n'importe où dans la rue, dans le train, au téléphone, dans tes courriels, il y a un renforcement, ce qui n'est rien, de ta capacité à apprendre un nouveau comportement. Ici, celui de pouvoir répéter une phrase tienne lorsqu'autrui t'interrompt brusquement. Troisième astuce, l'individuation. Lorsque, lors de la séance de travaux dirigés numéro 8, j'étais interrompu par des stoppages non intentionnels, émanant d'autrui, ce qui était interrompu était mes, entre guillemets, phrases plutôt que deux phrases ou des phrases automatiques. Puisque plus tu remplaces les mots qui ont conditionné ta pensée par des mots que tu choisis librement, plus tu es en capacité de te souvenir en termes de neurobiologie, tu actives des synapses spécifiques créées volontairement puis intentionnellement avec le temps qui passe dans ton cortex intellectuel, parce que celles-ci sont tes synapses, nées de ta volonté, stade 3 de veille. Elles sont plus facilement réactivables que des, entre guillemets, synapses formées automatiquement au stade 1 de veille. Pour sélectionner tes mots à toi, la clé est la justesse. Par exemple, au-delà du verbe fourre-tout faire, alors, je prends une citation à nouveau d'Aurélie qui écrivait « Cependant, j'arrive à reconstituer l'image mentale qui était en moi une fois le stoppage fait. » Fin de citation. Quelques dans toi, quelques ça en toi, écrit dans ton courriel ci-dessous l'image mentale. Dans ses livres, conférences, travaux dirigés, d'Anfield n'emploie pas l'expression image mentale parce qu'elle lui semble fausse, n'exprimant pas la plus fine réalité de ce qui est. Anfield emploie l'expression image conceptuelle. Pour toi, Aurélie, la question du rappel de mémoire que tu évoques ici pourrait constituer un très bon travail de recherche, très utile pour les étudiants futurs qui étudieront leur neuroconnectique cérébrale. Voilà. Donc après, je revenais à des détails pour les membres du groupe. Donc voilà, je ne sais pas, Laurent, est-ce que ce que je t'ai dit correspondait à ce que tu souhaitais par rapport à d'autres que j'ai relus? D'accord. Alors, bonjour à Constantin qui est apparu pendant ce temps-là. Donc, nous en étions à la question primordiale qui était donc, avez-vous quelques remarques les uns les autres, les uns les unes les autres, pour aider ceux qui nous écoutent ou nous écouteront concernant la problématique du stoppage, en l'occurrence donc du stoppage intellectuel, conceptuel plus globalement. Je vous écoute. Face à vos expérimentations, à vos basiques, bien évidemment. Pas trop de bavardage intempestif, on va plus s'entendre. Ah, Carole. Moi, je vais bien commencer, ou prendre la suite de Laurent. J'ai pris conscience au moment de l'expérimentation avec le stoppage. J'avais un peu les mêmes difficultés qu'Aurélie, ou en tout cas, je mettais en exergue cela, c'est que j'avais parfois un peu de mal à reproduire exactement les termes que j'avais pu prononcer, enfin les phrases, les mots que j'avais pu prononcer. Et je me suis posé la question de savoir si en fait j'étais présente à ce que je disais. Peut-être que je n'étais pas suffisamment présente et forcément, c'est comme si là je fonctionnais vraiment en automate. Donc mon cortex, ma bouche prononçait ce que mon cortex pensait, etc., mais sans que moi, je sois véritablement là, et ce qui fait que, ça, comme on dit, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Soit, je me suis posé la question aussi, soit, voire même les deux, j'étais beaucoup plus dans le verbiage, finalement, que dans l'usage concret des mots précis. Donc, tu parlais effectivement d'utiliser un vocabulaire de plus en plus précis.
Et parfois, je me demandais si la façon que j'avais de m'exprimer n'était pas un peu trop pléthorique finalement ou enrobée par rapport à ce qui étaient véritablement mes pensées. Ce qui fait que quand je prenais conscience de ça ou quand j'essayais de reproduire mes pensées, mes paroles, premièrement, effectivement, je mettais en avant la difficulté que j'avais à reproduire avec précision ce qu'il en était. Donc, j'ai essayé, comme tu me l'avais suggéré, de le faire par écrit, mais c'était un peu biaisé puisque à partir du moment où je me posais avec un crayon, avec un papier, finalement, je travaillais la présence. Donc, c'était un exercice qui était intéressant, mais pas biaisé, mais en fait, c'était une manière de revenir à une certaine présence. Donc, ça m'a aidé. Par contre, effectivement, en répétant ou en mettant les mots par écrit, j'avais vraiment le sentiment que voilà, j'étais dans le verbiage plus que dans l'expression d'une pensée concise. Comme si je devais entourer ma pensée de plein de mots pour convaincre. Donc, c'était beaucoup plus précis, beaucoup plus, comment dire, flagrant que dans l'exercice sans répétition, sans stoppage et répétition. J'avais déjà pressenti lors de l'expérimentation précédente que je n'étais pas suffisamment présente à ce que je disais, et quand j'essayais d'être présente, je n'étais pas toujours dans l'écoute de l'autre. Ça me demandait beaucoup d'énergie dans l'exercice. Et là, j'ai été encore un peu plus loin dans la conscience de ce qui se passait quand j'essayais de stopper, puis de reproduire mes phrases, mes pensées. Alors, tout d'abord, je vous invite à tous bien fermer vos micros, excepté quand il faut ouvrir la main, évidemment, pour qu'on n'ait pas de bruit parasite. Alors, ce que tu dis, Carole, ça implique plusieurs paramètres. Déjà, en effet, on sait que notre cerveau a des groupes neuronaux différents pour parler, pour écrire. Et évidemment, c'est vraiment le quantificateur mathématique ou qui joue et non pas et. Malheureusement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre les deux. Et très souvent, ce qui se produit, c'est que nous avons un langage parlé différent du langage écrit. Oui. Et souvent, en effet, quand on passe par la carte graphique, donc par là-bas, dans les aires visuelles, qui nous permet de structurer notre pensée par l'écrit, quand on passe par l'écrit, eh bien, qu'on revient à l'oral, ce que l'on dit va être en effet plus structuré. Mais, comme tu l'as notifié, et par deux fois, en effet, ça peut avoir l'air un peu bizarre, un peu trop alambiqué. On se dit, voilà, est-ce moi qui parle avec cette dithyrambique et eschatologique casuistique? Bon, évidemment, à un moment donné, ça peut être pas très naturel, pas très spontané, j'entends ton discours, mais c'est là qu'il nous faut prendre des raccourcis, il me semble, n'en avoir ni dit ni écrit, donc je vous en donne un qui me paraît extrêmement important, c'est que comme dans ces travaux dirigés de neurocognitique, on travaille en premier la réalité corporelle, ensuite la réalité intellectuelle et plus vastement conceptuelle, et beaucoup plus loin la réalité émotionnelle, puisque les émotions sont trop rapides et trop envahissantes, et motivationnelle en sortie, bien sûr, les émotions étant en entrée. Eh bien, ce qu'il faut, c'est bien comprendre comment on peut, en stoppant un mécanisme, arriver peu à peu à stopper les autres. Par exemple,
si l'on observe, alors souvent j'observe moi-même de l'intérieur, donc j'auto-observe le Danfield par exemple comme ça. Si le Danfield il est comme ça, de temps en temps je m'amuse à varier, je me dis tiens je vais le mettre comme ci, allez je l'installe autrement. Mais là par exemple je viens d'entendre comment parler le Danfield dans lequel j'habite. Il a dit s'il est comme ça, je vais le mettre, hein, c'était le mouvement intellectuel qui suivait le mouvement corporel était accompagné du verbe mettre, mot d'action, verbe. Et évidemment, je fournis l'effort d'exprimer un comme si et un comme ça. Alors que la plupart des gens vont vous dire comme si et comme si. Et évidemment, dans leur cerveau, il n'y a pas cette précision. Plus on est précis par rapport à l'aspect corporel, plus on va être précis par rapport à l'aspect intellectuel. Je vais même aller encore plus loin en vous citant comment on peut, à bout d'un moment, arriver à des stoppages qui nous amènent à passer justement à un niveau systémique, c'est-à-dire, on ira plus tard pour ceux qui voudront suivre ce programme encore plus interpellant, de la neuroconnectique fonctionnelle à la neuroconnectique relationnelle. C'est-à-dire, là, par exemple, chacun d'entre nous fonctionne. Alors, fonctionne en pouvant s'auto-observer sur le plan corporel, s'auto-observer sur le plan intellectuel, voire s'auto-observer sur le plan émotionnel. Mais ce qui devient intéressant, c'est de se dire, est-ce que je peux observer en même temps l'autre, autrui, et observer cet autre sur ces trois plans, en même temps que je communique avec, ce qui implique une immense concentration. Et au bout d'un certain temps, donc pouvoir même modifier la relation à autrui dans le moment présent. Alors là, vous allez dire, waouh. Mais progressivement, on y arrive. J'étais, il y a peu de jours, dans une situation qui m'a interpellé parce que j'avais précisément le pour et son contraire dans ce mécanisme de stoppage, de non-stoppage, justement. Et ce que je viens de dire là, évidemment, Carlos, je me retourne un instant pour toi et pour ceux qui nous écoutent par rapport à ton questionnement, c'est souvent, tu connais l'expérience d'ailleurs, c'est en te décidant de devenir général que tu vas être colonel. Et c'est toujours comme ça, il faut toujours aller au cran au-dessus, au-delà. Et donc, en l'occurrence, forcément, c'est en envisageant cette neuroconnectique relationnelle dont je vais parler dans un instant, que l'on arrive à complètement englober notre neuroconnectique fonctionnelle. Et à partir du moment où on se dit « je suis avec autrui » et mes interactions avec autrui m'impliquent et m'invitent à être attentif à autrui, à moi, dans ma machinerie, mais c'est plus moi c'est la machine dans laquelle j'habite. C'est beaucoup plus lointain. Il y a une désidentification, comme dirait Serge, par rapport à un projet qui l'intéresse. Donc, on est devant ce processus extrêmement intéressant. Voilà, je vous narre donc à tous une petite anecdote. Il y a quelques jours, je me retrouvais dans une soirée avec 3 hommes et 2 femmes. Les 3 hommes ont parlé pendant 45 minutes et les femmes étaient un peu plus délicates, parlaient un peu moins. À un moment donné, 2 des hommes s'en vont dans une pièce voisine pour régler un souci d'informatique et je me retrouve dans la pièce intermédiaire avec les 2 femmes qui discutent. Quelqu'un en moi, et là on est sur des réseaux émotionnels et motivationnels, on a compris, a le désir de parler, parce que la machine est dans blablabla, blablabla. Connexion automatique sur le réseau intellectuel. Ça a beaucoup parlé pendant 3 quarts d'heure, ça voudrait encore parler, blablabla, blablabla. Mais il y a une instance qui se réveille et qui se dit, mais les pauvres femmes, elles sont en train de discuter, je ne vais pas les interrompre, elles n'ont presque pas parlé, c'est leur tour, je leur laisse la place. Et là, je stoppe ma machine, et même mieux encore, je me dis, je vais aller avec les autres dans le salon informatique, le salon, mon bureau. Bon. Ça montre comment nous pouvons avoir un stoppage qui va se régler sur le groupe parce que précisément, il y a une connexion qui a été peu à peu établie entre, alors on n'y est pas encore, mais la réalité émotionnelle en nous qui a le désir de reconnaissance, c'est moi, je suis là. Et puis il y a le processus aussi intellectuel,
comme je disais un petit peu avant, la machine est tellement lancée que on l'arrête et on peut même se déplacer. Contre-observation, les 3 hommes de la partie bureau résolvent le problème informatique, reviennent dans le salon avec les 2 femmes. Les femmes, elles sont en train de discuter, blablabla. Bla, 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 bla. Il y a 2 des hommes qui se mettent à écouter les femmes. Ah oui, respect. Mais le 3e, on ne sait pas pourquoi, commence à dire une blague qui perturbe les femmes. Elles sont là en train de parler. Bon, elles reviennent à ce qu'elles disaient, qui d'ailleurs me paraissait personnellement intéressant, mais là, il faut activer le réseau intellectuel très vite, en ayant stoppé justement, là encore, ce réseau émotionnel. Moi, j'ai envie de m'exprimer, mais celui dont je parle repart sur une autre blague. Regarde. Puis au bout d'un moment, ça doit être la 3e blague, il se dit, mais c'est vrai, ça n'amuse personne, j'arrête. Et la problématique, elle est très importante de se dire, il faut considérer qu'on a plein de... Alors ça revient un petit peu à la question de Laurent, c'est pour ça aussi que je développe. On a plein de moyens de stopper à plein de moments. Et le stoppage intellectuel, et là je rebondis sur ce que vient de te dire Carole, et que je nous dis à tous, le stoppage intellectuel, c'est un moyen de stopper, on l'a compris, c'est un frein pour les processus émotionnels qu'on travaillera plus tard. Mais comme je l'ai dit un petit peu avant, on a déjà l'aspect corporel que je montre là en animant l'animal dans lequel j'habite. L'aspect corporel peut servir lui-même de stoppage. C'est-à-dire si, au lieu de m'asseoir par exemple n'importe où, si je m'assois n'importe où, dans une pièce, spontanément ma machinerie va se mettre en interaction avec, si j'ai quelqu'un qui parle ici, quelqu'un qui parle là, spontanément ça me donne envie de parler. Par exemple, donc je peux peut-être bouger mon siège, comme là, Stéphane qui proposait qu'on avance mon siège, mais il y a cette possibilité de se dire déjà, je me place corporellement autrement, ce qui va me placer intellectuellement et conceptuellement autrement, et donc émotivationnellement aussi, on n'y est pas encore, mais vous comprenez bien la dynamique du processus global. Et donc en interaction avec les autres, je vais donc encore plus loin, ça changera ma façon de me placer par rapport aux autres. Mais plus encore, quand on est sur des gestes, les gestes corporels, selon leur vitesse, selon leur amplitude, selon qu'ils ont lieu ou pas, parce que je peux aussi stopper un geste qui décide dans mon corps d'avoir lieu, et je le stoppe. Forcément, ça va me permettre de stopper un geste intellectuel, et puis moi, un geste motivationnel. Donc ce qui est très intéressant, c'est quand on a à peu près compris ce que je viens de dire et qu'on le met en œuvre dans le vécu, plus souvent possible. Ça revient aussi à la question de Laurent qui me demandait est-ce que ça doit être souvent. Bien sûr, le plus souvent possible. Plus on a de rappels de nous-mêmes, de la machinerie dans laquelle nous sommes et de nous conscients de cette machinerie, plus on peut stopper la machinerie et plus on peut progressivement l'habiter, évidemment. Voilà. Si ce que j'ai dit vous paraissait instructif, Carole, oui. Alors, est-ce que d'autres ont exploré, expérimenté et voudraient en parler? Je veux bien me lancer. Ce que tu viens de dire résonne énormément en moi, si c'est une expression qui a du sens en français. Ce que j'ai noté, j'ai eu peu de temps pour l'expérimentation parce que je travaille 7 jours sur 7 en ce moment, c'est un petit peu pénible, mais j'ai néanmoins tenté un peu l'expérience et ce que j'ai auto-observé, c'est que dans le mode expérience, Amaury entre en expérience, il y a une forme d'attention qui a capté que mon attention était très distraite. Donc, dans le fil de ma pensée, dans le flow de mes mots, dans le flow de mes conversations, j'ai auto-observé comme s'il y avait des branches qui se formaient, la conversation étant un fil, des branches qui partaient à droite, à gauche, dans tous les sens, et qui devenaient une distraction. Et au final, l'impression d'avoir plusieurs conversations dans la machine en fait, qui se développaient. Et là où je disais que ce que tu viens d'exprimer résonne en moi,
j'ai capté à ces moments-là une forme de réponse physique. Par exemple, je tourne, je porte mon regard vers le lointain et ce que j'ai pu observer, c'est fermer mes sens physiques permettait de reconcentrer l'attention sur le fil d'une conversation. Donc là où j'auto-observe un bruit de pensée, finalement, je ferme les yeux, je ferme pas mes oreilles, mais je ferme mes yeux, et l'attention soudain se reporte au niveau de la conversation dans laquelle je suis. Donc ça, c'était vraiment la forte observation. Et comme tu le disais, l'utilisation du physique pour faciliter la concentration mentale et le focus mental. Tout à fait. En plus, ce que tu évoques, c'est comme un stoppage, entre guillemets, sur le plan des sens physiologiques, comme tu le disais, parce que pouvoir fermer les paupières et donc ne plus voir, c'est aussi libérer, de mémoire, c'est à peu près 80% du système sensoriel est d'ordre visuel. Nos yeux consomment énormément de concentration, si je puis m'exprimer ainsi, au plan sensoriel. Donc, si on ferme les paupières, d'ailleurs on le sait, on passe en rythme alpha, donc on est beaucoup plus relax. Et donc là, en effet, on est moins pris par les pensées qui vont dans tous les sens. Et en plus, en t'écoutant, quelques neurones miens me susurraient qu'il y a le rapport aussi entre entrée et sortie sur le plan du cortex intellectuel. Parce que entendre une idée, et parfois une deuxième idée, bon, ça peut être un peu déboussolant, mais on s'enrichit de ce qui se passe. Mais par contre, quand en même temps, dans nous-mêmes, il y a une contre-idée, ah oui, mais ça, il faudrait peut-être que je le corrige, il n'a pas dit ce qu'il fallait dire. Il faudrait que je lui parle de ceci, cela. Et quand il y a ça en plus dans la tête, donc on a deux entrées, et puis on a en même temps deux sorties, et c'est là qu'on essaie d'être là, présent à peu près à ce qu'il dit, sans parler évidemment de... on peut pas hurler et prendre la parole, donc on va prendre la parole quand ce sera le moment, en se disant j'espère n'avoir pas perdu ceci ou cela. Il faut garder le bon ton. Donc il y a en plus des jeux émotionnels et motivationnels, dont on aura l'occasion de parler, qui sont interférents. Donc, sans parler du corporel, parce que si on est fatigué, ceci, cela. Donc tout ça qui joue. Donc la solution, elle est vraiment, oui, dans l'attention qu'on porte à fermer des portes, justement, exactement ce que tu disais, qui est à mon avis une excellente méthode, c'est comme des stoppages. Donc, tu fermes telle et telle entrée, ça relaxe, ça te permet de te concentrer sur le reste. Je pense que oui, tu as donné pour tous un bel apport. Alors, dans la foulée, petit instant de publicité, osez penser les uns les autres, si ça vous intéresse, à vous programmer pour le prochain livre collaboratif. Justement, notez bien par écrit les quelques idées qui peuvent vous traverser, comme toi, Amaury, à l'instant, parce que peut-être qu'ensuite, vous vous direz, mais c'est sur ça que j'ai envie de travailler, ou ça, c'est un des morceaux du texte que je voudrais rédiger, parce que ça m'interpelle. Donc, c'est à noter. Alors, qui d'autre aurait des constatations suite à l'expérimentation? Constantin? Point. J'ai pas pu beaucoup expérimenter cette semaine. Bon, alors donc, point. D'accord. Je suis désolé. J'ai expérimenté d'une autre manière. Ah. Alors, par exemple, on a beaucoup de phrases, c'est intéressant aussi, toutes les matières à travailler. Par exemple, dans toi, Constantin, il y a quelqu'un qui dit « je suis désolé ». Alors, même si on ne va pas chercher le processus émotionnel, motivationnel sous-jacent, mais déjà, on peut capturer la phrase « je suis désolé » sur le plan strictement de la construction intellectuelle. Et se dire, finalement, ça me place dans un processus de désolation. Mais ce n'est pas utile. On a tous des erreurs, on les commet, même
Danfield qui youpie de temps en temps présent, puis de temps en temps, c'est un ver de terre, le Danfield, un lombric, que dis-je. Voilà. Donc, ne sois pas désolé, et justement, joue sur des moments, et on va y venir. Ce sera la liaison avec le cours pratique, je dirais, donc la séance de travail dirigée d'aujourd'hui. Nous allons pouvoir travailler maintenant sur des inhabitudes intellectuelles asymétriques. Et justement, peut-être se dire, à la place d'un je suis désolé, que pourrait-on mettre en œuvre? Mais je vais me tourner vers Stéphane pour t'inviter, Stéphane, à une petite lecture justement à travers le livre Neuroconnectique Enseignement, de quelques petites notes d'étudiants du passé. On est en 2016 à l'époque, quand il a été publié la première fois, donc republié en 2018 par le même éditeur. Et donc, eh bien, on a des citations, des réflexions. Donc, je te laisse attaquer sur la neurofonction. Alors, neurofonction conceptuelle numéro 8. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Là, c'est la fluidité, ou au contraire la difficulté intellectuelle. Donc, comme corporellement, quand on est contracté ou quand on est décontrasté, c'est mieux. Eh bien, là, c'est pareil, on peut être contracté ou décontracté sur le plan intellectuel, et donc je te laisse. Décontrasté ou décontracté? C'est extrait, hein, j'aime bien les mots comme ça, agachimo, un mot décontrasté plutôt que décontracté pour amener à justement décontracter intellectuellement. Vous m'avez tous suivi sur ce que j'ai essayé de vous montrer sur les divers niveaux de fonctionnement qui finalement sont très reliés entre eux. Donc, alors, neurofonction conceptuelle numéro 8. Pendant mes expérimentations basiques, j'ai auto-observé à quel point il est difficile de modifier l'agencement de mes phrases. Plus le sens de celle-ci devient saugrenu, plus ma fluidité de décontraction intellectuelle en pâtit. Alors après, nous avons la neurofonction conceptuelle numéro 9. Attends, il n'est peut-être pas trop vite, parce que tout le monde c'est un peu comme un bon repas. Je reviens sur le plan corporel. Ou un bon vin, on a pris de plaisir. Et puis, quand tu vois que tous les visages sont assérénés, tout le monde se dit c'était bon, on peut arriver à la explication. D'ailleurs, à propos du rebond sur contracté ou contrasté, oui. Je me suis aperçu de quelque chose récemment, c'est que j'écrivais un mail à une personne et donc j'ai pensé veuillez me contacter. Sauf que mes mains ont écrit veuillez me contracter. Et donc, en regardant mon mail 2 heures après, je me suis aperçu de ma bévue. Et en fait, ensuite, je me suis souvenu, effectivement, lorsque j'ai contacté cette personne, j'étais effectivement contracté parce que j'avais un désir fort que cette personne me contacte rapidement. Et donc, je l'ai acté au-delà de moi-même. J'ai validé, en fait, ma contraction en l'écrivant. Alors, là, tu rentres dans un domaine de la psychologie qui est connu, mais de la psychanalyse. Les lapsus linguae, les actes manqués, mais ce qui est intéressant, c'est que très souvent, ça a lieu justement parce qu'il n'y a pas cette différence de langage qui n'apparaît pas dans ton langage. Quand tu dis « j'ai écrit et je me suis aperçu », pourtant il y a 2 personnages. Tu pourrais dire « ma biopsychomachine » ou tu trouves un terme à toi, a écrit et je m'en suis aperçu. Et là, si tu as cette différence de langage, dans toi, il y aura vraiment la différence. Parce qu'en effet, tu veux signer le contrat, absolument, et donc tu vas contracter. Et c'est contractant. Et donc, juste pour... ce qui est intéressant, c'est surtout d'avoir quelque part deux personnages
Oui, deux personnages. C'est-à-dire un personnage qui finalement est emporté par son émotion ou son désir d'aller vite, et un autre personnage qui, a posteriori, regarde le premier personnage et s'aperçoit du premier. Et alors après, il y a un troisième personnage qui se dit, est-ce que je peux retourner en arrière? Est-ce que je peux remodifier le courriel, le courriel? Et elle lui dit, mais non, c'est déjà envoyé. C'est pas possible. Et d'où un émoi supplémentaire. Et c'est intéressant d'observer les personnages, puisque le troisième, c'est un personnage intellectuel qui regarde après coup. Mais par contre, revenons sur le regard, parce que là, tu parlais la tête basse. Oui. Et moi, je parle, mais je te regarde, et je regarde nos amis. Et d'une certaine manière, c'est dans ce que disait Amaury, on est exactement dans cet effort supplémentaire très délicat. C'est-à-dire que si je garde les yeux ouverts, je perçois les émotions des autres. Il y a qui est comme ça, il y a qui est comme ci, il y a qui est comme ça. Il y a, bon. Et j'ai tout ça devant moi. Et donc, ma seule solution, et là je reviens sur des mouvements internes corporels, et vous allez tous pouvoir saisir qu'on a des mouvements internes émotionnels conceptuels, et même des mouvements internes motivationnels. On y reviendra bien plus tard, comme la respiration. Et là, quelle est mon astuce à moi? C'est je t'écoute parler, ça réfléchit en moi, ça. Je regarde un petit peu les autres, je vois un tel comme ça. Donc là, je serai pris ici, pris là-bas, je n'existe plus. Mais moi, je me rappelle que je respire corporellement. Et en même temps, au bout d'un instant, quand j'ai commencé à avoir la formulation d'une pensée, je respire intellectuellement. Je prends avec de la respiration intellectuelle. Voire, ça va plus loin encore, mais je dis bien pour mon autre temps, je prends conscience de ma respiration émotionnelle. Quelle est la douceur ou la violence du moment? Et là, bon, c'est un mouvement, on est ensemble, j'observe les visages les uns des autres, le tien, et je perçois justement, on est en grande amitié, on est en train d'enlever tous les masques et d'observer comment ça fonctionne dans cette bestiole dans laquelle on existe. Et là, bien toutes ces clés-là sont dans cette douceur émotionnelle en termes de respiration émotionnelle. Donc, je t'invite à continuer, mais je vous invitais tous à cette réflexion qui me paraît importante. Ok, merci Delphine. Donc, je continue. J'ai inversé. Alors attends. Ah, là, je dois préciser que c'est la neurofonction conceptuelle numéro 9. Alors, quelle est-elle déjà? C'est pouvoir se dire que telle pensée, c'est un petit peu ce que je viens de dire à l'instant d'avant à un certain niveau, telle pensée nous traverse, mais quand elle chacun d'entre nous, et moi je bien sûr, quand elle me traverse, cette pensée, est-ce qu'elle est plutôt aux abords d'une pensée ou est-ce qu'elle est plutôt creux au centre d'un raisonnement, par exemple? Alors, j'ai inversé ma tendance naturelle qui est de parler d'un sujet en l'abordant d'abord depuis son aspect général et ensuite depuis son aspect particulier. J'ai modifié mon positionnement conceptuel lorsque ma biopsychomachine prend la parole. Ainsi, j'ai expérimenté de d'abord penser aux autres, à leur angle conceptuel, puis ensuite à moi, à mon angle de réflexion, de compréhension cognitive. Et j'ai auto-observé que cela m'évitait de ne penser qu'à moi. Respiration émotionnelle. Oui, mais tout à fait. Et intellectuelle. C'est intellectuel. On est là sur des idées qu'il faut pouvoir prendre et se dire est-ce que moi je pourrais pratiquer ce genre d'expérience? Et oui ou non? Et si oui, comment? Alors, il m'est apparu, en changeant la place du verbe, que celui-ci devenait facultatif, mais toutefois son retrait demandait à celui qui m'écoutait un effort important pour me comprendre. Au cinéma, demain, je vais aller. J'ai modifié le mode grammatical et employé le conditionnel au lieu de l'indicatif. Je serai en retard à la place de je suis en retard.
Alors ensuite, nous passons à la neurofonction conceptuelle numéro 13. Alors, celle qui s'intéresse à notre neuroprogrammation intellectuelle, notre rôle, quel rôle ça joue à travers nous quand ça se met à penser ou à parler. J'ai expérimenté des inhabitudes symétriques dans la façon de m'exprimer. Par exemple, ma voiture, je vais la bientôt pouvoir utiliser. J'ai auto-observé mon rôle intellectuel et les bouleversements provoqués par ces changements. Lors de mes expérimentations, mon rôle conceptuel habituel s'en est trouvé inhabituellement transformé. Mon cerveau a été perturbé par ce nouveau dialecte. Ces expériences m'ont demandé une importante créativité intellectuelle. Elles ont bousculé ma logique, mes habitudes sémantiques. J'ai expérimenté le remplacement du pronom « je » par le « il » de la troisième personne du singulier. Il est allé au théâtre hier soir à la place de « je suis allé au théâtre hier soir ». Pendant mes expérimentations, j'ai auto-observé les difficultés qu'éprouvait ma biopsychomachine à remplacer « je » par « il ». La gêne s'estompait lorsqu'un « je » réveillé par l'expérience, impliquant le passage neurobiologique de mon cerveau au stade 2 de veille, réussit à visualiser « il », « ça » depuis l'extérieur. J'ai auto-observé que remplacer « je » par « il » m'a permis d'entrer plus facilement dans la peau de l'autre, en pré-empathie, disons en neurocontagion émotionnelle et aussi, ici, intellectuelle. Oui, parce que là, il y a peut-être matière. Si on est parmi vous qui se disent « Ah, j'ai envie de réfléchir là-dessus, vous voudrais qu'on en parle », vous élevez la main, bien sûr. C'est en effet des réflexions riches. Et en plus, là, on était devant un étudiant qui avait pu jouer sur l'aspect émotionnel et revenir sur l'aspect intellectuel. Donc, on va loin. Une étudiante auto-observe également que lorsqu'elle parle d'elle à la troisième personne, elle prend du recul sur sa biopsychomachine. Elle se voit de manière plus objective. Quand elle parle de quelqu'un à la première personne, elle se ressent aussi presque automatiquement à la place de cet autre. J'ai expérimenté la suppression totale des articles et pronoms déterminants. Chien court et joue dans le jardin. Bon, on s'arrête là. Nous arrêtons. Alors là aussi, oui, j'entends le Danfield qui parle, le « on » s'arrête là, le « nous arrêtons là », quel mot se joue en nous. Et là, on est en plein dans ce qui nous intéresse, donc je vais vous inviter à entrer en expérience. C'est la question de pouvoir modifier, c'est la question de pouvoir transformer. Par exemple, là, je joue dans le cerveau du Danfield, dans lequel j'habite, mais chacun d'entre nous peut jouer dans le cerveau qui est le sien, et sur le plan donc, du cortex intellectuel, pouvoir remplacer un mot par un autre. Qui voudrait se lancer dans cette expérience, ne serait-ce que comme là, je changeais un verbe, mais vous avez quelques exemples, on peut parler au « il », on peut, comme j'ai dit aussi, passer du « on » au « nous », du « nous » au « on », etc. Moi, ce qui m'a interloqué, c'est le mot objectif. Donc, tu as parlé d'être plus objectif. Et je me suis demandé si le fait d'être objectif ne serait pas lié justement à ces rôles, c'est-à-dire si l'on multiplie simultanément les rôles, est-ce que ça amène une objectivité plus forte au lieu de plus grande? J'aurais tendance à te répondre oui tout de suite. Une objectivité plus intense, notre qualificatif, on peut en explorer plusieurs. Oui, parce que tant que je reste dans
moi j'aime ceci, j'aime pas cela. On est en prison, on est ensectarisé, j'ai envie de dire, dans ce moi et ses conditionnements. Et dès l'instant qu'on se dit, tiens, si je m'amusais à jouer, à être comme celui-ci, comme celui-là, déjà, j'observe celui-ci, j'observe celui-là, et j'observe celle-ci, et j'observe celle-là. Et au bout d'un moment, on a tellement élargi le champ par l'objectivité, justement, qu'on n'est plus du tout prisonnier du petit moi. On l'a éclaté, on s'est libéré, et on explore beaucoup de possibilités. Oui, complètement en accord avec ton propos. Je suis. Complètement en accord avec ton propos, je suis. Est-ce qu'on pourrait systématiser cette manière d'être? Alors, delta de lambda systématisé. Par exemple, lorsque je parle, il y a une personne qui parle, et il y a aussi une personne qui s'écoute en train de parler, et il y a aussi un langage ou des lettres qui s'assemblent sous forme de mots. Donc il y a bien trois interacteurs. Oui. Donc c'est un peu ça me pose question. Alors, je te donne une piste de réponse et je vous invite les uns les autres à prendre parole. C'est que, alors c'est vrai que ça va être délicat à dire en peu de mots. Il y a l'aspect passif, donc stade 2 de veille, je te observe dans la machinerie qu'il y a, tiens, il y a les autres, tiens, ça pense en moi, tiens, je suis en train de prononcer tel mot. Bon. Mais il y a aussi des moments où on peut se glisser, hein, c'est un peu le rapport entre le glutamate qui sert à activer le GABA en termes de neurobiologie, c'est-à-dire on a un processus excitateur qui va pouvoir activer un processus inhibiteur. On va pouvoir stopper la machine parce qu'on a décidé d'activer le stop. C'est bien ça, le mécanisme. Eh bien, évidemment, on peut se dire que c'est pareil, c'est-à-dire que à un moment donné, on va oser le stade 3 de veille et on va se dire, je vais pouvoir transformer le processus de manière active. C'est-à-dire, ce n'est plus j'écoute les mots qui se disent en moi, les réactions des autres, la décision même qui est sous-jacente. C'est plus tout ça. C'est je décide de changer de mot. Et là, évidemment, alors, il y a des implications, tu l'as dit, sur le plan émotionnel, bien évidemment, même sur le plan corporel, ce que j'évoquais un peu avant. Si je change de mot, forcément, il y a des gestes inhabituels ou des façons inhabituelles d'avoir des gestes habituels, corporellement parlant. Mais parce qu'il y a justement ces gestes intellectuels qui sont modifiés. Mais ce qui devient très intéressant dans le système en question, c'est de pouvoir à un moment donné réaliser que l'on peut progressivement, justement, jouer, c'est vraiment du jeu, à changer des mots. Et c'est ce que je nous invite tous à partager dans quelques instants. Donc, si quelqu'un veut, comme Stéphane, s'essayer à changer les maudits, qu'est-ce que j'ai dit là? Les maudits. Ou les 10 mots, ouais, pas beaucoup. Qu'est-ce que j'ai dit là encore? Zut alors. Changer vêtements. On peut aussi imaginer des mots sans sens, c'est-à-dire en fait, au dernier moment, on fabrique, on constitue du sens par rapport à notre mémoire, et peut-être papillon, voilà, peut-être tout d'un coup insérer un mot qui n'aurait a priori rien à voir avec le sens de la phrase que l'on voudrait intentionner ou lancer. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être un exercice saugrenu? Alors, ça, on regardera peut-être pour la séance de travaux dirigés concernant des inhabitudes asymétriques intellectuelles. Mais là, aujourd'hui, limitons-nous à de la pure symétrie, c'est-à-dire je lance un mot habituellement, du moins ma machine
lance un mot habituellement, ma psychomachine, elle dit, je sais pas, bonjour, comment ça va? Et là, je vais essayer de dire bonne nuit, comment ça va pas? Je sais pas. Je crée la dissymétrie. Mais sinon, on peut dire ce matin, petit déjeuner, j'ai pris. Parfaitement, voilà. On revient comme Maître Yoda, exactement, il vient de prendre la parole. Maître Yoda qui nous parle comme en latin, évidemment, toujours le verbe à la fin, comme ça se retrouve dans quelques langues, mais en allemand, dans le chinois, mais nous, là, c'est carrément avec une langue latine, le français. Donc le je qui vient à la fin. École Marion, moi, chercher ce soir, Marion. Voilà. Alors, qui d'autre se lance à pareillement modifier? Alors, comme je vous dis, c'est simplement vous jouez sur une expression qui vous vient souvent, de me reprenez un texte que vous avez écrit, vous dites, ah, mais c'est vrai, cette expression, je la dis tout le temps. Je l'ai écrit aussi. Mais si je la modifiais, de toute façon, je triomphante, hein, aux ondes papillons. Remplacer un mot ou changer les mots de sens ou les deux? Ah, mais justement, là, Sens les deux. Sens les deux, mais tout à fait. Le très bon exemple de Serge, qui reprenait un passage d'ailleurs lu par Stéphane, c'est qu'on peut très bien inverser carrément la phrase, les mots constituant la phrase. Donc on est conceptuellement. Inversé, on peut. Phrase inversée, on peut. Ouais, d'accord. Par exemple, là, je pensais il y a un moment, je disais beaucoup c'est énorme. À la place, alors s'il me reprenait de dire c'est énorme, je dirais, là, dans ce cas-là, je dirais c'est minuscule. D'accord. Voilà, Pas, par exemple, c'est très gros. Oui, on pourrait. voilà, donc là, tu observais la machine dans laquelle tu habites qui disait c'était énorme, et tu te réveillais dedans. Laurent qui lève la main, dis-nous. Oui, j'allais dire, si j'emploie une formule dans une phrase clé dans mes mails, je vais peut-être, comme vous dites, inverser. Alors, je dirais par exemple, bien que nous vous avons accordé un délai d'une semaine, vous n'avez toujours pas envoyé le récapitulatif de commande signée. On peut dire, en dépit de l'accord d'un délai d'une semaine qui vous a été, nous attendons encore votre retour. Par exemple, tout à fait. Plein de façons de reformuler les phrases pour que ce soit plus simple ou juste plus joli. En plus, là, Laurent, tu travailles sur deux voies neurales en même temps, parce que d'une part, en effet, tu inverses ta phrase, mais d'autre part, tu as simplifié en prenant certains mots que tu as remplacés par des mots plus, comme tu dis, plus jolis, plus simples. Donc oui, on peut avoir en effet plusieurs types de modifications, toujours en symétrie, tout simplement. Oui. Alors, qui d'autre? Est-ce qu'on peut raccourcir? Moi, des fois, je Telegram parle en langage, parfois. Donc, par exemple, en anglais, on va dire c'est mieux qu'on en parle. Et je vais écrire best to talk about it. Mieux d'en parler. Juste comme ça. Est-ce que ça Alors, fait partie du jeu. Alors, je te donnerai à du jeu de jeu. Absolument. Deux réflexions en termes de dialectique. Il y a le mauvais aspect de ça, évidemment, si on raccourcit trop, à la fin, on va même plus ouvrir la bouche, on va aboyer. Mais par contre, l'aspect positif, c'est qu'en effet, oui, mais ce qui est en effet très intéressant, c'est de pouvoir jouer sur des mots et même inventer des mots. On y revient, c'est un peu susurré par deux autres ou trois autres parmi nous, mais il est vrai que je peux dire que tout ce que tu dis me curiose beaucoup. Voilà, j'ai lancé le verbe curioser. Tout le monde comprend intuitivement que ça doit vouloir dire déclencher ma curiosité.
Mais au moins, on n'a plus justement des mots très longs, déclencher ma curiosité. On a inventé le mot qui va, le verbe, le mot d'action. On va curioser, ça m'a curiosé. D'accord. Elle a compris. Alors, qui d'autre entre dans le jeu et dans le jeu, justement, de libérer un peu la machinerie de tout ce qu'on nous a inculqué, on nous a sectarisé, là, il faut dire comme ci, il faut dire comme ça. Dis bonjour au monsieur, bonjour monsieur. Mais non, si on a envie de dire, allez, monsieur, bah oui, on lui colle la grosse bise, et puis c'est tout. Le jeu est intéressant sur ce mode-là, parce que j'allais dire, est-ce qu'on peut manger notre soupe avec une fourchette, si les gens connaissent la blague. Mais dans le jeu, en fait, on trouve, en tout cas, elle trouve l'amusement à tentativer l'expérience de changement comme ça. C'est mon côté un peu stupide qui essaye des choses un peu qui paraissent stupides, mais qui en fait sont des modes de j'arrive pas à remplacer le mot expérimentation, de tentation. Oui. C'est bien ce que tu dis, stupide. Et en fait, la stupidité, c'est une stupeur exagérée. Dans stupeur, il y a la peur. Mais en soi, moi, je dirais qu'au contraire, c'est, on ne voit pas le qualificatif, c'est limpide, c'est le contraire de stupide, je ne trouve pas le mot, mais c'est d'oser se jeter dans l'eau. C'est une asymétrie, je dirais. Oui, absolument, c'est ça. Et là, ça va même plus loin parce que je dérivais pour vous inviter à, dans quelques trimestres, être toujours dans ce groupe par rapport à un travail intellectuel qui viendra un travail émotionnel. Mais déjà, là, pouvoir se rendre compte que intellectuellement, en dérivant un mot, on peut produire chez autrui, récepteur, si je puis dire, une bizarrerie, voilà, donc intellectuellement, mais émotionnellement, même peut-être corporellement, non, l'air stupide justement de notre interlocuteur ou interlocutrice qui nous regarde, ce qu'il nous raconte, là, il est en train de tester, là, non, c'est pas tester, c'est. Quel était ton mot, d'ailleurs, ton verbe, il y a quelques minutes? Tentativer, non. Tentativer. Oh, il faut que je le prenne. Allez, je l'inscris dans mon vocabulaire. Je vais tentativer. Mais oui, et quand tu dis ça pour la première fois, tu as l'autre, ton interacteur, ton interlocuteur, interlocutrice, qui se dit, mais tout comme par nous, mais en même temps, ça réveille toute une émotion. C'est une francisation d'un ennemi, enfin d'un faux ami. Voilà, donc c'est tentative, c'est une je sais même plus comment le traduire, mais un essai, voilà, un essai. Merci. Voilà. C'est dur, c'est très dur, c'est très inconfortable comme expérience. Ce que je peux dire de ces 3 dernières minutes, c'est-à-dire que la machine ne trouve pas l'expression qu'elle utilise en général. Donc, si tu nous dis on va changer des mots qu'on utilise tout le temps, d'un coup, c'est comme si la machine avait oublié qui elle était. C'est-à-dire, dans ma base de données, je vais ranger quelles sont les expressions que j'utilise le plus. Il n'y a rien. Donc, c'est déjà très inconfortable. Et ensuite, il y a une forme de jeu d'acte, de théâtre presque, de mise à nu. Je vais dire une phrase qui rien dire ne veut. En plus, c'est filmé. Oui. Non, mais j'ai rien à dire. Ce que tu dis est vraiment bien. C'est ainsi qu'il faut procéder. Donc, comme tu l'as dit, découvrir quels sont les mots que ma machine emploie tout le temps. Et quand j'ai compris que mon cortex intellectuel a une dizaine de phrases tout le temps là, eh bien, m'amuser à les modifier. Et quand j'y arrive, je trouve que par simple symétrie, hein, pas besoin de chercher plus complexe. Et là, eh bien, au bout d'un moment, ça y est, j'ai un degré de liberté, je peux jouer entre ceci ou cela. Et en même temps, d'ailleurs, allons plus loin, mais je reviens à ce que j'ai dit en amont, mais ça va très très loin. Si on va encore plus loin en termes de neuroconnectique, donc non plus fonctionnel, mais relationnel, on se rend bien compte que lorsqu'on joue
avec des mots, même si on peut percevoir qu'intellectuellement, l'autre en face, comme par utile, corporellement, il a même un recul, émotionnellement, où suis-je? Bon. Mais, au-delà de tout ça, sur le plan systémique, donc là, au niveau de la relation, l'autre soit s'en va en courant en disant, oh là là, trop bizarre celui-là ou celle-là, soit au contraire se dit, mais quelle vie, on me donne enfin le droit de vivre, on n'est plus des robots conditionnés à ça, on peut explorer, expérimenter, c'est la joie. Alors, qui d'autre silence? Jolie l'expression, hein. Qui d'autre silence. Carole en grande méditation et Constantin en grand sourire. C'est dur, hein. Il faut se projeter, il faut se lancer. Au demeurant, vous pouvez tous, hein, nous pouvons tous prendre l'exemple de ce que disait Amaury. On note 2-3 phrases qui nous apparaissent tout le temps où on regarde notre dernier mail envoyé, on se dit, voilà, dans mon cortex intellectuel, c'est toujours cette expression, ce que disait Laurent très pertinemment. Donc, voilà. Moi, écoute attentivement et moi, suis très interloquée par l'aisance d'Amaury dans ce petit jeu. Donc voilà, moi, le seul exemple que j'ai trouvé, c'était remplacer le jeu par le moi, pour l'instant. Mais par contre, ça me faisait penser à un jeu qu'on avait mis en place avec mon fils pour éviter d'utiliser des gros mots, des expressions, des ados qui reviennent systématiquement. Et c'était de retrouver les vieilles locutions du Moyen-Âge ou autres. Et ça le faisait beaucoup rire. Donc, ça m'a un peu fait penser à cet exercice-là. Et l'autre élément qui venait à mon esprit, c'était que professionnellement, j'utilise beaucoup de termes qui sont très, très cadrés et que j'utilise aussi dans le langage courant par habitude, par acculturation. Et là, je me suis dit, il faut que je travaille sur ce point-là. Mais c'est difficile. Alors là, je me permets, mais je t'écoutais pour que tu restes bien concentré dans ta pensée. Il y avait un moment donné où on avait une Carole disant ça me faisait bien rire et ça me faisait. Bon. Il y avait deux. Donc, plusieurs faits. Aluminium, voilà, oui. Oui. Mais cela dit, oui, dans le fond de ce que tu dis, c'est en effet parfois en jouant, mais d'une façon enjouée, on va dire admise. Quand tu joues avec des mots du Moyen-Âge, qu'est-ce-toi, belle dame, vous espéroite, etc. Si on arrive à schtroumpfer le bidule dans le machin, eh bien, ça devient très cool, parce que le langage qui va dans les mots de l'idée de, eh bien, ça y est, on a joué. Et c'est une bonne méthode, oui, je pense, absolument. Pourrait-on aussi tenter de faire des rimes ici? Et j'ai pris un fer. de dire des rimes sans s'esbaudir en mime. C'est cela, oui, je crois. Tout cela pour moi. Qui d'autre oserait rimer avec des mots et qui vont nous amener à chavirer? Moi, j'en avais un en tête. On ne doit pas se protéger, on doit se projeter. Oh, intéressant. Oui. Ah, très intéressant. Au niveau graphène et sémène, oui, tout à fait.
J'en ai pas d'autres. D'autres, je n'en ai pas. D'autres, je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je. Ah, ah. Oui. Te protéger, tu dois. Ah, plus que. Plus que quoi? Plus que moi. Ah, plus que mon petit doigt. Donc oui, il y a en effet le jeu poétique possible avec des rimes, espérons qu'elles riment bien. Oui. Mais ce qui est le plus important, alors je me permets de vous souligner, même si j'aperçois un sourire chez Amaury qui laisse présager qu'il avait à nous dire quelques mots, donc gardez en mémoire. Mais c'est surtout pour considérer deux paramètres par rapport justement à ce que disait Laurent au tout début et ce qu'a redit ensuite notamment Carole, la problématique de garder longtemps la conscience de soi et de donc ramener souvent la conscience de soi. Parce que si je me dis, je vais employer un verbiage bizarroïde, ou si bizarroïde, un verbiage employé je vais, bon, c'est amusant entre amis, ou c'est amusant dans sa tête, en soi-même. Mais lorsqu'on est devant des gens, souvent on est pris par le système. Ah oui, mais alors, devant un tel, il faut que je parle comme on parle, comme tout le monde parle. Alors, je ne peux pas dire des phrases bizarroïdes, alors, je vais dire des phrases convenables. Bon. Et finalement, là, on est ramené à une sorte de petit enfant qui doit être sage, qui doit avoir des coups de baguette sur les doigts. Et non, justement, c'est à nous d'être plus forts que ce monde-là dans lequel nous existons, en nous réveillant chaque matin dans ces corps de grands singes sapiens. On habite dans un primate, ça réfléchit façon primate, et donc je suis emprisonné dans la primatité. Eh bien non, je vais exploser ce cerveau, à penser qu'on est homo pertinens, on est une espèce plus développée que sapiens, et on va oser la nouveauté, on va oser se libérer de tous ces carcans. Donc, dites-vous, il y a les expériences, mais il faut oser les expériences, même dans des milieux où ça ne devrait pas avoir lieu. Et Yuki. Voilà, exactement. Oui. Le petit mot étonnant qui peut être dit. Je souriais parce que ce que racontait Carole m'a rappelé dans mon apprentissage d'une autre langue des moments non intentionnels où prononcer le même mot mais d'une façon différente peut avoir des significations très très différentes, voire inconfortables. Et d'avoir développé en moi attraper l'expression qui avait été mal prononcée et avait généré une position très inconfortable. Et la machine attrapait l'expression et à chaque fois remplaçait, partait autour de l'expression pour utiliser d'autres mots justement, mais parce qu'elle avait inconfortablement été. Inconfortable été. Oui, tout à fait. Et avec le temps, l'inconfort devient juste. C'est comme ça. Et du coup, la machine y va. Elle se lance, elle ne s'arrête pas. Elle passe pas autour, elle va en ligne droite. Voilà. Ah, ce que tu évoques aussi implique deux situations parce que il est vrai que quand on a des formules dites à tel ou tel interlocuteur ou interlocutrice, telle formule qui dans ce cadre-ci ou ce cadre-là peut signifier non pas justement le niveau premier de compréhension, mais un niveau autre, symbolique, parfois gênant, parfois complètement l'envers de ce qu'on veut dire. Et alors là, on est obligé de se rétracter ou
de rigoler un peu, de modifier en rajoutant des mots. Il est vrai que c'est très complexe tout ça. Et d'ailleurs, quand on observe la machinerie corporelle qui essaie de décrire ce que je dis en geste, c'est une extrême complexité. Et parfois, précisément, il m'est arrivé, d'ailleurs, je vous raconte une anecdote si ça me revient. Oh là là, c'était. Bon, une femme qui était directrice dans une organisation où j'étais il y a déjà beaucoup d'années. Et alors, elle me téléphone, on organise un programme, et à la fin, elle me dit, c'est dans le genre « je t'embrasse ». Mais son cerveau est entre deux mots. Et l'autre mot, ça doit être « je te laisse ». Donc, avec S derrière, je ne dis pas le mot, mais c'est assez spécial. Et la pauvre ne sait plus comment s'en sortir. Ah oui, ouh là là là. Bon, et ça, évidemment, on me dit jamais, ce genre de situation complètement inconfortable. Bon, on peut mettre l'autre en confort, dire oui, j'ai bien compris, il y avait tel mot et tel mot qui sont bousculés dans ton cerveau. Bon. Mais quand on est dans soi-même et qu'on est avec ça, la solution, c'est parfois de dire oui, en effet, tout simplement, j'avais deux mots dans ma tête et ils sont télescopés au niveau de deux neurones qui partent en même temps, bien sûr. Moi, j'ai la même anecdote pour le Danfield, une anecdote assez vieille. Danfield est en train de travailler ordinateur, Danfield, et téléphone sonne téléphone pour Danfield. Et Danfield, on lui demande, au lieu de dire je travaille, parce qu'il est vraiment très très occupé, c'est un travail qui l'occupe vraiment beaucoup, il dit je gravaille, je gravaille. C'est grave, aïe, 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 aïe. Oui, oui. Et c'est très intéressant puisque là, on est tout à fait dans ces fameux lapsus linguae et lapsus, je ne me souviens pas, il y a une deuxième expression, enfin une seconde expression, mais c'est tout à fait ça. Mais ce qui est intéressant, c'est comment justement l'habiter, puis si on n'y arrive pas, eh bien jouer avec et puis tout simplement le dire, s'en excuser, et puis tout va bien. Et puis peu à peu, notre cerveau sait que va quand même passer par la tour de contrôle avant de lancer des mots et tout va mieux. Et est-ce que souhaitable il serait de comprendre comment les lettres s'assemblent? C'est un exercice aussi qui est un jeu. Alors, livre, j'ai écrit avec quelques aimables complicités, dont celle de Stéphane, ici sus-mentionnée, bien sûr, sur cette question délicate. Exactement, oui, de se dire, il y a un début de mot dans mon cerveau qui peut aller vers ici, donc tel mot, ou bien le même début de mot qui peut aller vers un autre mot. C'est excellent, ou c'est extraordinaire, ou c'est exacerbé. Par exemple, on parle de ex, et il y a plusieurs sorties, donc on a une arborescence neurale qui se traduit par une arborescence phonologique, et on va lancer des mots, on va dire des mots, et c'est là qu'il y en a un qui peut être le mot qu'on a bien aimé dire, et ça bifurque dans le mot d'à côté. Voilà, je vais pas vous dire ça. Très dur, c'est. Ah oui. Surtout, alors, je ne sais plus qui parmi vous l'a évoqué un petit peu, peut-être toi, Maurice, Carole, la notion de vitesse. Il est vrai que lorsqu'on parle assez vite, il est difficile de stopper tout ça. Donc, encore plus de se dire, non seulement j'étais capable de manière, entre guillemets, passive,
stopper, ce que je disais sur le rapport glutamate et GABA, et quelques minutes au niveau de la cellule neurale, mais plus encore de se dire, je ne vais pas seulement stopper, c'est pire encore, c'est je vais stopper, activer, modifier, et donc la solution, elle est de ralentir le plus possible, au début du moins, même si ce début, ça prend 4-5 ans. Moi, je dirais que honnêtement et simplement et sincèrement, mes expérimentations premières dans ce domaine, ça a pris beaucoup d'années. Donc, il faut ralentir. On parle plus calmement. Alors que, mais non, il faut parler vite. En plus, si on est dans un groupe de gens, il faut prendre la parole. Et puis, il ne faut pas la lâcher. Et puis, il faut dire en quelques instants tout ce qu'on veut dire. Parce qu'autrement, quelqu'un d'autre prend la parole et on n'a pas terminé, ou alors on n'a pas dit l'essentiel. Alors, ça nous amène aussi, in fine, c'est joli cette expression, in fine, à dire l'essentiel d'abord. C'est un ami avocat qui m'a dit ça il y a longtemps. J'avais tendance à être de ces gens qui préparent le terrain. Là. Nous, en fonction 9, on commence par présenter, évoquer, se rapprocher en douceur. Je lui ai dit non, dans une plaidoirie, tu n'as pas le temps. Là, c'est pareil dans la vraie vie, c'est écrit un livre. Dès le début, il faut que ce soit marquant, qu'on soit. Et là, on va écouter la suite. Donc, aussi, j'ai appris symétriquement à changer le fonctionnement du contexte intellectuel du Zenfield alors. Ça, le psychomachine rit intellectuel. Donc, ralentissons. Olé. 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 Oh. Ah, ça, c'est pas dire. Donc, ralentissons, même pendant 4-5 ans, c'est pas gênant. Le plus possible, quand on le peut, évidemment, j'insiste bien, je me mets dans la peau de chacun d'entre nous, si on est dans une situation houleuse, animée, avec quelqu'un, ou bien dans une situation professionnelle, ou dans associative, qu'importe. Bien sûr, on peut, parfois on ne peut pas. Mais en s'entraînant partout où on le peut, en pensant en soi-même, plus calmement, en parlant à des êtres bienveillants qu'on connaît, plus calmement. Et là, on habite peu à peu. Et, par exemple, les gens qui me parlent toujours ah, mais il faut se contrôler. Non, ce n'est pas du contrôle, c'est de l'habitation. On peut choisir le terme parce que précisément, on a pris le temps d'exister, on a pris le temps de penser, de réfléchir. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, on peut accélérer. Et là, l'accélération, elle va avec une capacité à capturer plus vite ce qui se dit, ce qui se pense. Votre livre de référence, d'ailleurs, il travaillait beaucoup là-dessus. C'était ce petit livre-là, qui a déjà quelques années, il doit être publié mémoire en 2012, mais voilà, ça peut aider de ralentir dans la machinerie pour accélérer l'accès de neurones venant on va dire de la conscience, on va dire au sens zone frontopolaire décisionnelle, qui vont aller dans la région, sur votre gauche, région de Broca, région qui pense, qui énonce, qui crée le discours, et à ce moment-là, petit à petit, arriver à ce qui vient de se dire un petit peu avant, donc il y a un début d'arborescence entre deux mots, excellent ou ex-utoire, ou bien là, on va être plus présent, plus attentif, parce qu'on aura pris cet entraînement à ralentir, jusqu'au moment où on arrivera à réaccélérer, mais là, on sera là tout de suite. On arrivera, le jeu conscient, les neurones préférentiels qui amènent à une conscience lucide, arriveront à capturer ce que les neurones intellectuels sont en train de commencer à construire au moment même du début de la construction. Donc on arrive dans du 300-400 millisecondes. C'est vraiment une capacité à aller très vite capturer ce début d'information. Je vous dis, prenez le temps, 3, 4, 5 ans, c'est rien dans une vie, mais il est tellement agréable ensuite d'être l'habitant, non seulement dans la machinerie corporelle, est-ce que ça croise les jambes, les bras, est-ce que ceci, cela, mais en même temps, dans la machinerie intellectuelle, voire encore mieux, plus tard, dans la machinerie émotionnelle, motivationnelle.
à vous la parole. Puis, il est super bavard. Scotché de temps en temps. Donc, à vous la parole si vous avez l'intention de déclarer une possible idée nouvelle, ou bien petite expérimentation pour qui veut s'y donner. Mais là, j'ai bien compris qu'il y en a deux parmi vous qui m'ont expliqué, mais c'est frais, là, il faudra du temps. Hein. Dans 2 semaines, on en reparlera. Elle est fatiguée, son cerveau ne fonctionne, son cerveau pas ne fonctionne. Trop tard il est. Bon, alors, Fini comme la dernière fois avec Constantin. Bon, alors on va laisser notre biopsychomachinerie intellectuelle, notre cortex intellectuel au repos après toute cette intensité. Est-ce bien sûr? Oh là là. Si on a quelqu'un parmi vous veut clore, alors dans ce cas-là, notre travail de groupe du jour, notre travail dirigé, qui était peut-être un peu court, mais très intense, on voit bien dans vos visages. Ça, pour moi, ça ressemble exactement à tout ce que j'ai appris dans ma vie. Lire et étudier, ça le fait. Dès qu'on met la main à la pâte, littéralement en tant que pâtissier, j'observe 500 fois, ça va, j'ai compris. 3 secondes dans l'exercice, c'est complètement bloqué. C'est un peu pareil. C'est Auto-observer, ça va. Auto-changer, c'est 100 fois plus difficile. C'est ce que je ressens. Ah oui, tout à fait. Quand tu passes à l'expérimentation, non plus à l'auto-observation, c'est un énorme effort. C'est déjà, même avant, se dire tout à l'heure ou demain, je vais une situation, je vais essayer telle expérience dedans. Déjà, la programmation en soi, c'est pas évident. Mais alors après, quand tu es dans la situation de te dire, maintenant, je m'en rappelle, j'allais programmer ça, je me lance dedans, c'est encore un autre travail. Mais la satisfaction est tellement grande que les neurones de la récompense en réclament. On est inondé de dopamine, que c'est du bonheur. et même pour ces deux messieurs qui sont passionnés de pâtisserie, hein, Amaury t'en parlait, et puis Constantin aussi. Donc c'est vrai que je disais récemment à Constantin que c'est comme fabriquer un enfant. D'une certaine manière, la pâtisserie, oui. c'est très bachelardien ce que je dis là. L'auto-observation en pâtisserie, je ne sais pas si c'est l'auto-observation, mais c'est l'observation, surtout. Est-ce que tu observes comment ta machine réagit par exemple, sur le plan corporel? Ah, j'ai pris, c'est comme ça, tiens. Ah, j'ai posé. Ah, j'ai chauffé, plus fort. Ah, encore plus fort. Tu observes les gestes, donc tu observes de la terre. On va même beaucoup plus loin, on parle d'ordonnancement. C'est potentiellement le chemin le plus court pour obtenir le plus de production. Donc, j'en suis pas encore là, mais j'ai lancé le four, je suis en train de faire une crème, j'attends que le four est terminé, je fais encore autre chose, etc., etc. Que de verbes aluminium. Oui, j'exécute une recette, puis une autre. J'enfourne, je défourne. Alors là, par exemple, c'est bien, vous êtes rentré un peu via la pâtisserie dans l'expérimentation que je souhaitais, c'est-à-dire que tu te rends compte là, Constantin, que j'exécute. Tu t'es placé dans une situation. Je m'exécute. D'exécution. Là, c'est la mort si tu t'exécutes. Tu te coupes la tête, ou tu te coupes le corps plutôt, parce que je disais ça dans
un conte d'Anderson il y a bien des années, mais je trouvais que ce n'était pas évident parce que le soldat coupa la tête de la sorcière. Mais non, il a coupé le corps, parce que la sorcière, elle est dans la tête, la conscience est dans la tête. Et donc, Amaury, je reviens sur ce que tu viens de dire, justement, Jean Fourne. Ce qui est intéressant, c'est quand on a un verbe, notamment donc un mot d'action, nous dire, et si je le remplaçais, donc je vous y invite pour les 2 semaines qui viennent avant que nous prenions rendez-vous, à aller dans ce sens, il y a une réflexion sur, à chaque fois qu'il y a un mot d'action, un verbe, pourrais-je le remplacer, donc le j'exécute par le j'en fous. Je vous propose que l'on puisse clore maintenant notre enregistrement et puis nous retrouvons quelques instants après pour prendre date, bien évidemment. Ça vous va? Pas de souci? Bon, alors j'appuie sur l'arrêt et je salue nos auditeurs.